et de Museveni. Maintenant, nous allons parler de la montée en puissance de la RDC. Si vous hésitez encore, si vous avez encore des doutes, ici nous allons parler concret. Nous allons donner des éléments et vous allez comprendre qu'effectivement, les vents ont tourné. La RDC, comme vous l'avez vu à la conférence à Paris, sachez que les choses ont changé complètement. Les choses ont basculé. Pendant des années, la République démocratique du Congo a combattu en étant freinée. Freinée par des contraintes onusiennes, ces procédures de l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui ralentissaient l'achat légal des équipements pour l'État. En d'autres termes, freinée par l'infiltration interne, des fuites d'informations, des réseaux parallèles, des officiers retournés qui brisaient la chaîne des commandements. Et freinée par des rébellions sous parapluie rwandais, une protection, une logistique et parfois un encadrement venu du Rwanda qui donnait au M23 et à ses prédécesseurs une longueur d'avance sur la RDC, sur le FARDC. Mais, depuis 2022-2025, les rapports de force a basculé. Et c'est de ça que nous voulons parler. Nous ne philosophons pas, ce n'est pas de l'imaginaire, mais c'est du concret. Ici, c'est du palpable. Et vous pourrez vous-même, de votre côté, faire des recherches pour comprendre que là, Coach Amos ne raconte pas des bobards. Depuis 2022-2025, d'abord, ce qui commence, la levée des verrous administratifs, l'État congolais peut acquérir, peut acheter, former et intégrer plus vite. Ça veut dire quoi? Ensuite, l'arrivée des drones. Des drones, c'est-à-dire des aéronefs systèmes sans pilote, des drones sans pilote, qui offrent ici des renseignements. Les drones offrent des renseignements, de la surveillance et quand il est faux, les drones peuvent frapper avec précision. Ça, c'est un. À cela s'ajoute l'appui des sociétés militaires privées dont les rôles est technique. Opérer, donc opération, maintenir et transmettre les savoir-faire sans acheter ou sans afficher une armée étrangère. Ce sont des techniciens qui sont en RDC. Enfin, un alignement économique sécurité se met en place. De nouveaux corridors logistiques pour sortir le minerai et des lois sur les matières premières critiques. Du côté de l'Union européenne, vous avez la CEREMA, okay? En anglais, Critical Raw Material, et du côté des États-Unis, il y a la loi, la DPA, qui encourage la stabilité et la traçabilité. Autrement dit, si l'Est se stabilise, l'investissement suit. Il faut comprendre ça, les amis, je vais contester encore, puisque nous allons contester. Voilà. On va nous empêcher de nous exprimer. Voilà. Et donc, les résultats, c'est que la RDC reprend la main par rapport à tout ce que je viens de vous dire là. Elle ne subit plus le rythme de l'adversaire. Elle impose progressivement son rythme grâce au triptyque drone, commandement, contrôle, en anglais C2, commande and control, et chaîne logistique sécurisée. C'est simple à comprendre ici et puissant à dire, voire plus loin.
décider plus vite, ok, frapper plus juste. Et donc, ici, c'est lui qui tient le ciel, tient le tempo du combat, pour comprendre. Alors, pourquoi est-ce que hier, la RDC était bridée? Pourquoi est-ce que la RDC était tout simplement écrasée par le poids international? Pourquoi? Avant d'expliquer la montée en puissance actuelle de la RDC, il faut d'abord comprendre pourquoi elle a longtemps été bloquée. 3 grands verrous expliquent cette faiblesse. Nous avons d'abord les carcans onusiens que j'ai expliqués ici. Et puis, l'infiltration interne et la sanctuarisation des rebelles par Kigali. Commençons d'abord par les carcans onusiens. Donc, pendant presque 20 ans, les amis, la République démocratique du Congo a vécu sous régime de contrôle international. Je pense que vous connaissez, je ne vous apprends pas ça. L'Organisation des Nations Unies avait mis en place depuis 2003 un régime de sanctions et de restrictions sur les armes destinées à l'est du pays. L'objectif officiel était de limiter la circulation des armes pour freiner les groupes armés. Mais dans les faits, dans la réalité, cela a surtout pénalisé l'État congolais lui-même à s'armer, à s'organiser, à se défendre. Et donc, chaque fois que Kinshasa voulait acheter un véhicule blindé, par exemple, des munitions ou même former ses soldats, il fallait déposer une notification auprès du comité des sanctions 1533 de l'ONU. Et donc, ces démarches bureaucratiques prenaient des mois, parfois plus d'1 an, avant d'obtenir une autorisation, et d'ailleurs, des fois, les autorisations n'étaient pas du tout données. Les résultats, les groupes rebelles s'équipaient plus vite que l'armée régulière. Ce système ici a donc ralenti la modernisation des FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, tandis que le Rwanda, lui, modernisait sa défense sans contrainte. Le Rwanda était libre d'agir. Mais à la fin de 2022, tout change. Une résolution de l'ONU a été mise en place, la résolution 2667 supprime enfin ces notifications pour les livraisons à l'État congolais. Donc le Congo pouvait maintenant s'acheter des armes sans passer par la notification de l'ONU. Ça, c'est un travail diplomatique qui a été mené par le régime, par les collaborateurs et par ce qu'on appelle la diplomatie. Autrefois, nous avons dit la violente diplomatie. À partir de ce moment, les amis, la RDC pouvait dorénavant acheter, former, importer et intégrer plus librement sans dépendre des lenteurs administratives internationales. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. 2022, c'est l'année de la libération militaire. Ça, il faut déjà les noter. Bonsoir, chers amis. Une véritable accélération des capacités pour l'État congolais. Il faut retenir ça. Les amis, mais la faiblesse de la RDC n'était pas seulement extérieure. Ça, c'est aussi un élément dont nous, les Congolais, devons comprendre. Elle venait aussi de l'intérieur même de l'armée. Pendant longtemps, les FARDC ont été fragmentés. Des chaînes de commandement poreuses, des officiers retournés ou en intelligence avec l'ennemi et même des réseaux parallèles ont miné l'efficacité militaire. Certains informaient les rebelles des positions de l'armée, d'autres détournaient les budgets ou les munitions et les vendaient, je ne sais pas qui voulait acheter. Et dans certaines zones,
des milices locales, qu'elles soient communautaires, économiques ou politiques, ont été instrumentalisées. Elles servaient de levier pour affaiblir l'autorité de l'État et alimenter la méfiance entre soldats et civils. Les résultats de tout ça, des fuites d'informations stratégiques, les résultats des opérations sabotées et une armée divisée entre loyautés contradictoires. En résumé, chers amis, chers Congolais, la désorganisation interne était un handicap plus redoutable que le manque d'armes. Et c'est ce qui explique pourquoi les rébellions avançaient parfois plus vite que les forces régulières. Le troisième verrou, la sanctuarisation des rébellions par Kigali. Le soutien rwandais structurel aux rebelles congolaises. Depuis la fin de la guerre 1998, on observe un continuum de mouvements nés au Congo, mais adossés au Rwanda. En d'autres termes, ici, nous avons la RCD, les Rassemblements congolais pour la démocratie, actif de 1998 à 2003, suivi du CNDP que vous connaissez, et le 1-23 2012-2022. Tous partagent le même ADN politique et militaire. Tous, sans exception. Un soutien direct ou indirect du RDF, le Rwanda Defense Force, autrement dit, les forces de défense rwandais. Ces soutiens ne se limitent pas à des mots, les amis. Le Rwanda a assuré la formation des cadres rebelles, la fourniture d'armes, la logistique et parfois même les commandements effectifs sur le terrain. L'objectif était très clair. L'objectif de cette stratégie est double. Ouvrir et sécuriser des couloirs d'approvisionnement pour l'exploitation et l'exportation de minerais stratégiques de l'Est. Deuxième élément, maintenir l'Est instable pour empêcher Kinshasa d'y exercer une autorité forte. C'est ce qu'on appelle la sanctuarisation des rébellions. Des zones où l'État congolais ne peut pas exercer sa souveraineté, mais où les intérêts étrangers, en particulier ceux du Rwanda, opèrent librement, sans problème, comme ça se passe maintenant. En résumé, les carcans onusiens empêchaient d'armer et de moderniser le FARDC. 1. Deuxièmement, l'infiltration interne sapait la cohésion et l'efficacité des opérations. En troisième position, la sanctuarisation rwandaise entretenait une guerre sans fin. La RDC se battait donc avec une main attachée. La RDC se battait avec les deux mains attachées. Les amis, je suis encore sanctionné, je dois débloquer, je dois ici contester. Voilà, si vous pouvez juste partager ou tapoter massivement, je crois que ça peut peut-être apporter une solution et contrecarrer les projets de ce TikTok qui nous empêche de nous exprimer. Les amis, la RDC s'est battue donc avec une main attachée dans le dos. Mais à partir de 2022, ces trois verrous commencent à sauter un par un. Et c'est ce qui ouvre ici la voie à la reprise en main stratégique que nous allons voir dans la suite et comprendre. Nous les Congolais, il faut trouver un malam de comprendre que Makambu est changé. Nous voulons parler maintenant des drones et des commandements intégrés.
C'est sans doute la plus grande révolution militaire de la FARDC depuis de décennies en RDC. Je dis, c'est sans doute la plus grande révolution militaire depuis de décennies en RDC. Pendant longtemps, les combats dans l'Est s'est joué au sol, dans des terrains montagneux où les 1-23, où les forces appuyées par les Rwandais avaient toujours l'avantage de la mobilité et du renseignement. Mais cette époque change. L'armée congolaise, les FARDC, dispose désormais des drones modernes qu'on appelle en anglais les UAV ou UAS, c'est-à-dire Unmanned Aerial Vehicle System. Waouh, l'anglais et moi ne sommes pas des amis. Nous allons interpréter ça en français puisque nous avons tiré ces infos de sites anglaises. Donc, comprenez-moi. En d'autres termes, aéronef ou système sans pilote. OK? Aéronef, système sans pilote. Vous comprenez? Et donc, ces drones fournis principalement par la Turquie, comme le célèbre Bayraktar TB2, OK? Et certains partenaires du Golfe, fournissent la RDC en drones, sont devenus des outils de transformation stratégique, les amis. De transformation stratégique. Et donc, ces appareils remplissent 3 grandes missions stratégiques. Les ISR, intelligence, surveillance, reconnaissance. Ce qui veut dire ceci, renseignement, surveillance et reconnaissance. Je parle ici des drones. En clair, voir loin, voir haut, voir longtemps. Les drones permettent d'observer en permanence les zones de combat, de suivre le mouvement ennemi et d'éviter les embuscades. En termes de frappe de précision avec des munitions guidées, ces drones peuvent neutraliser une cible spécifique, neutraliser un dépôt d'armes, un véhicule, un poste de commandement sans dégâts collatéraux massifs. Cela change complètement la dynamique, car auparavant, il fallait des jours de préparation pour atteindre une position rebelle. Aujourd'hui, cela peut se faire en quelques minutes. Donc, c'est un changement d'une dimension stratégique dont la plupart n'ont pas la teneur. Et puis, nous avons le C2. Le C2, Command and Control en anglais, comprenez-moi, en français puisqu'on a traduit, c'est-à-dire les commandements et les contrôles. Ces termes désignent la connexion entre les capteurs, ça veut dire les drones qui observent, les effecteurs, en d'autres termes, l'artillerie ou les avions qui frappent, et les décideurs, l'état-major. 3 éléments à observer. Autrement dit, tout est relié. Dès qu'un drone détecte une cible, l'information remonte immédiatement et une décision de frappe peut être prise à temps réel. Et si on décide de frapper, on frappe tout de suite. En plus de ces drones, la RDC a reçu le soutien technique des PMC, Private Military Company, qu'on traduit en français par Société militaire privée. Ce ne sont pas des mercenaires. Attention, ce ne sont pas des mercenaires de guerre, mais des techniciens étrangers chargés d'opérer, de maintenir les drones. Parce que ce sont les drones qui frappent. C'est ce qu'on appelle les MCO, maintien en conditions opérationnelles, et de former les équipes locales, donc former les Congolais. Nous devons encore contester. Les amis, tentez de tapotons, tentons des tapotons, s'il vous plaît. Tentons des tapotons, chers amis.
Bonjour, vous vendez votre compte TikTok. Vous vendez votre compte TikTok? Un compte TikTok peut se vendre? Bon. Ok, les amis, nous continuons. Donc, il y a la formation ici des éléments de phare d'essai formés ici par les PMC, donc Sociétés militaires privées, de techniciens étrangers chargés d'opérer, de maintenir les drones. Donc, ils vont transmettre la compétence ici aux personnes du phare d'essai. Leur présence reste discrète, mais elles apportent un renfort technologique et opérationnel considérable sans que la RDC n'ait besoin d'afficher une armée étrangère sur son sol, les amis. Sur son sol. Le message est simple pour nous, qui comprenons facilement. La combinaison entre drone plus C2, c'est les passages de la réaction à l'action. Elle permet d'avoir l'initiative de réduire les pertes humaines, puisque c'est le drone qui frappe, et d'exercer une pression permanente sur le 1-23 et sur le RDF, le Rwanda Defense Force, c'est-à-dire les forces de défense rwandaises. Les amis, ne doutez pas, ne prenez pas mes propos, ne doutez pas, cher ami Polo, si vous êtes Congolais, nous parlons Congo, cher ami, nous ne parlons pas l'IDPS. Soyez beaucoup plus élevé que ça, soyez beaucoup plus mature que ça. Ici, je ne parle pas de l'IDPS, je suis en train de vous parler de ce qui se passe dans le monde. Vous comprenez? Je vous parle des intérêts américains, des intérêts du Qatar, des intérêts français, des intérêts de l'Union européenne. Je vous parle bien de ce que nous représentons aujourd'hui comme valeur ajoutée mondiale. Voilà pourquoi nous avons de l'aide de partout. Vous comprenez? Donc, si vous vous focalisez sur l'UDPS, alors vous êtes fermé, vous êtes dans l'ombre, dans l'obscurité, vous ne comprendrez absolument rien. Donc, je ne parle pas de l'IDPS, je ne suis pas là. Ici, c'est la géopolitique, mon ami. Vous comprenez? Et donc, cher ami, mais cette évolution militaire ne vient pas seule. L'évolution militaire en termes de drones, des capacités, des contrôles d'espace, des frappes chirurgicales, des spécialistes sur le terrain qui accompagnent les phares d'essai, et ça ne vient pas seul. Et vous pouvez aussi faire vos propres recherches, comme moi je l'ai fait, et vous allez tomber sur des vérités. Les amis, cette avancée militaire s'appuie sur un changement diplomatique profond. Diplomatique profond. Depuis la fin des notifications de l'ONU, fin 2022, où on devait toujours annoncer les armes qu'on achète, et l'ONU devait autoriser, oui ou non, si on pouvait acheter ou pas, et ça pouvait prendre 8 mois, 1 année, 2 ans, avant qu'on vous réponde. Donc on vous traînait, on vous donnait pas l'opportunité ni l'occasion de vous défendre correctement. Et si vous notifiez, et puis on informe le Rwanda ce que vous avez acheté, et donc c'était tout simplement un embargo qui ne portait pas un nom. Alors, je dois encore contester ici, sinon je serai bloqué. Voilà. Et donc, je disais que depuis la fin des notifications de l'ONU, fin 2022, la RDC peut acheter des armes, recevoir des formations et construire des infrastructures sans les blocages administratifs internationaux. Cette décision de l'ONU, souvent peu commentée par les Congolais, est pourtant a pourtant libéré l'armée congolaise d'un carcan vieux de 20 ans. 3, les amis. Dans le même temps, les partenaires occidentaux ont commencé à reconsidérer leur posture. On observe une hausse de la pression politique sur Kigali, avec des déclarations de suspension d'aide
ou de gel des financements. La France, les États-Unis, l'Union européenne, même s'ils gardent des intérêts divergents, ont tous adopté un ton plus ferme vis-à-vis du Rwanda. Et dans le même souffle, ces partenaires soutiennent la montée en capacité de Kinshasa, des formations techniques, des échanges de renseignements et un soutien à la professionnalisation des FARDC. Les Américains soutiennent ça, les Français soutiennent ça, les Belges, les Canadiens, le Qatar, etc., etc. Vous comprenez? Et donc, c'est une stratégie diplomatique d'équilibre. Mon ami Polo, je dois te bloquer. Désolé, hein, j'aime pas faire ça, mais je te bloque. Comme tu n'écoutes pas sagement, je te bloque. Vraiment désolé, tu m'excuses. Je le bloque. Voilà. Ok, monsieur Polo, vous êtes bloqué. Les amis, c'est une stratégie diplomatique d'équilibre. On évite ici d'affronter Kigali frontalement. Ok, ils ne veulent pas l'écraser, mais au lieu d'affronter ici Kigali frontalement, on renforce discrètement Kinshasa. Vous comprenez? Une diplomatie douce, mais efficace. Efficace, car elle permet à la RDC de se renforcer sans provoquer un bras de fer direct entre grandes puissances. Et puis, enfin, troisième levier du changement, l'alignement entre les enjeux économiques et la stabilité sécuritaire. Ça veut dire quoi? Les grandes puissances ne s'y cachent plus. Elles veulent sécuriser la chaîne d'approvisionnement de métaux stratégiques. C'est pour cela qu'ont été adoptées plusieurs lois et initiatives. Attendez, plusieurs lois. Quelles sont ces lois? Voici des éléments pour vous permettre aussi de vous enrichir à ce niveau-là. Parce que peu de gens parlent de cette loi. C'est ce qui m'étonne, moi, personnellement. D'abord, l'Europe a mis en place la CEREMA. C'est une loi, donc c'est juridique. L'Europe a voté, a mis en place la CEREMA. OK? La CEREMA, c'est-à-dire le Critical Raw Material ACT. Ça, c'est l'anglais. Vous savez maintenant que je maîtrise pas l'anglais. Mais en d'autres termes, traduit en français, la loi européenne sur les matières premières critiques. Ça a été voté en 2023. L'objectif de cette loi, diversifier leurs sources de cuivre, cobalt, de lithium, des tantales et d'autres minéraux utilisés dans les batteries, les véhicules électriques et les armements. En deuxième position, nous avons les États-Unis, la loi concernant la DPA. DPA, ça veut dire en anglais, la Défense Production Act, la loi américaine des productions de défense. J'ai traduit en anglais, en français, les amis. Donc, cette loi permet à Washington de financer directement ou de prioriser des chaînes d'approvisionnement qui concernent la sécurité nationale, dont celle de la RDC. Et c'est là s'ajoute la norme ESG. Je dois encore contester. Les amis, nous sommes attaqués, mais je vous dis d'une façon, je ne sais pas comment débloquer la situation, mais nous allons toujours contester. Nous contestons toujours. Voilà. Contestation approuvée. Voilà. Et donc, elle permet, ces lois en question, elle permet à Washington de financer directement ou de prioriser les chaînes d'approvisionnement qui concernent la sécurité nationale, dont celle de la RDC. À cela s'ajoute la norme ESG, environnement, social et gouvernance. Ce sont des standards internationaux que les entreprises doivent absolument respecter. Vous vous dites, mais c'est quoi ces choses-là? Autrement dit,
Le multinational veulent désormais de chaînes propres, sans exploitation illégale ni financement des groupes armés. Cela pousse les États à stabiliser leur territoire minier. Enfin, le PGI, Partnership for Global Infrastructure and Investment en anglais. En français, puisque j'ai traduit en français, le partenariat pour les infrastructures mondiales, porté par le pays du G7 sous impulsion américaine. Ces programmes financent des corridors alternatifs aux routes traditionnelles de l'Afrique centrale et australe, notamment pour sortir le minerai de la RDC sans passer par des zones instables ou sous contrôle d'étrangers, à l'occurrence Kigali. En clair, la stabilité de la RDC n'est plus seulement une question africaine, elle est devenue un enjeu énergétique mondial. Car sans les cobalts congolais, sans les cuivres du Katanga, sans le lithium des Manono, il n'y a ni voiture électrique, ni batterie, ni transition verte. Et donc, traduction simple, la sécurisation de l'Est de la RDC, c'est protéger les intérêts stratégiques de ces grandes lois qui est la CEREMA, d'accord, DPA, alors, ok. Et donc, sécuriser l'Est de la RDC, c'est protéger les intérêts stratégiques de ces grandes lois, CEREMA, DPA, ESG et PGI. C'est pourquoi les soutiens à la RDC, même s'il est discret, est désormais structurel et durable. En résumé, pour qu'on puisse avancer, aujourd'hui les changements est réel. Dans le ciel, la RDC dispose de drones, d'un commandement mieux connecté et d'une vision stratégique du terrain. Sur le plan diplomatique, les contraintes s'élèvent et le monde commence à comprendre que la paix à l'Est n'est pas seulement une question des frontières, mais une question d'équilibre mondial. Et sur le plan économique, la stabilité congolaise devient une condition de survie pour les industries du futur. C'est cette triple dynamique militaire, diplomatique et économique qui marque la renaissance stratégique de la RDC. Les amis, Namela Mamaï, excusez-moi, je n'ai pas pris ma bouteille d'eau. Permettez-moi un instant. Chers amis, il est maintenant question d'entrer dans la profondeur. Désinfiltration, ça c'est la condition sine qua non. Le deal. Oh là là. Ce micro ici commence à me poser problème. Je dois changer de micro là. La désinfiltration pour réarmer la RDC, c'est le deal entre les Américains, la SADC et la RDC. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'une des clés de la nouvelle stratégie congolaise, c'est ce que les Américains appellent réforme before support. Autrement dit en français, réformer avant d'aider. Réforme
Beaufort support. Autrement dit, je réforme et puis on m'aide. Et donc, on nettoie d'abord les structures corrompues, on rétablit la discipline et ensuite seulement on finance et on équipe. Écoutez très bien. Et c'est exactement cette philosophie qui se met en place aujourd'hui entre les États-Unis et la SADC, c'est-à-dire ici la communauté des développements africaine australe. Une organisation régionale qui regroupe 16 pays, dont l'Angola, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et bien d'autres pays, notamment la RDC. La SADC n'est donc pas une simple alliance politique. C'est aussi un cadre de coopération militaire. Depuis que la SADC a déployé ses troupes à l'Est, notamment à Goma, à Sake, Bunagana, elle agit en coordination étroite avec les États-Unis, mais aussi avec les partenaires européens. Leur logique commune est très claire, est affichée. Avant de renforcer la puissance militaire congolaise, il faut désinfiltrer d'abord tout ce qui, à l'intérieur, ralentit ou sabote les efforts de guerre. Vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de hauts placés tombent en cascade. Donc, les 4 étapes clés de la désinfiltration, même si elles ne sont pas annoncées officiellement au grand public, dans la presse, même si vous ne l'entendez pas, ces étapes sont connues des milieux de défense et observées dans les faits. Il faut le voir, il faut le lire. La première étape, d'abord, c'est la purge des officiers corrompus qui a commencé devant nous tous ici. Pendant plus de 20 ans, certaines zones stratégiques de FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, ont été infiltrées par des officiers en collision avec le RDF, les forces de défense du Rwanda, ou avec le 123. Certains d'entre eux faisaient remonter des informations aux rebelles, d'autres détournaient des ressources militaires ou ralentissaient volontairement les opérations. Résultat, plusieurs massacres, replis forcés, qu'on appelle autrefois replis stratégiques, ou perte d'équipement, étaient en réalité dus à des trahisons internes. Depuis 2023, un nettoyage progressif a commencé. Et c'est les deals avec les Américains, la SADC et la RDC. Rappelons-nous bien que le deal commence, que le nettoyage commence en 2023. Souvenez-vous bien, cher ami. Certains officiers ont été mutés. D'autres ont été suspendus et plusieurs sont devant la justice militaire. L'objectif n'est pas la vengeance, mais la fiabilisation de la chaîne des commandements. Une armée peut perdre des armes, mais pas sa loyauté. C'est la base de la souveraineté. C'était la première étape. La deuxième étape est la traçabilité des flux. Ça veut dire quoi? La SADC et les partenaires américains ont insisté sur la nécessité de tracer chaque munition, chaque litre de carburant et chaque pièce de recharge doit être tracée. Pourquoi? Parce qu'à l'Est, rien ne se perd, tout se vend. En d'autres termes, pendant longtemps, les armes livrées aux FARDC finissaient entre les mains des rebelles et du carburant militaire était revendu sur le marché civil. Désormais, chaque convoi logistique est soumis à un contrôle renforcé. Ça se passe déjà maintenant, chers amis. Souvent avec des observateurs internationaux. On suit les stocks, les véhicules, les rotations. Ce système de traçabilité est directement inspiré du modèle OTAN, qui est une organisation du traité de l'Atlantique du Nord, utilisé dans les opérations multinationales. C'est ce qu'on appelle dans les jargons militaires les log tracking.
Bon, en anglais, vous savez déjà. En français, la traçabilité logistique. OK? Et ces contrôles évitent que l'aide étrangère soit détournée ou recyclée dans le circuit des rebelles. Troisième étape, c'est le C2 discipliné. Le terme CD vient de l'anglais Command and Control, ce qui veut dire commandement et contrôle. C'est la structure qui relie les unités sur le terrain à l'état-major central, relié. Avant, cette chaîne était floue, mal coordonnée. Une brigade sur le front ne recevait pas d'ordre clair. Les informations mettaient des jours à remonter et souvent les décisions venaient trop tard à l'époque. Désormais, le C2 congolais est restructuré. Chaque brigade doit rapporter directement à un centre opérationnel qui centralise les données, mouvements, pertes, stocks, météo, images, drones. Le temps de réaction est raccourci. En d'autres termes, et grâce à l'appui des partenaires techniques, notamment les Turcs et les conseillers américains sur place en RDC, le C2 devient le cœur du nouveau dispositif militaire de la FARDC. L'idée est simple. Aucune armée ne gagne une guerre sans un commandement discipliné et une circulation fluide des informations. En quatrième position, l'interdiction des collisions. En d'autres termes, enfin, les États-Unis et la SADC ont posé une ligne rouge à l'armée congolaise. Aucune coopération directe ou indirecte avec des groupes sous sanctions internationales. Cela concerne non seulement le 1-23, mais aussi certaines milices locales accusées de violations graves des droits humains. Désormais, un officier ou un politique congolais surpris à collaborer avec un groupe armé illégal s'expose à des sanctions personnelles, gel d'avoirs, interdiction de visa, voire mandat d'arrêt international. C'est le deal entre les Américains et la RDC, même si la RDC n'en parlait pas, mais c'est ça les deals. C'est un signal fort, cher ami. La tolérance zéro s'installe. L'armée congolaise doit être professionnelle, responsable et indépendante de toute influence étrangère. La philosophie américaine est très simple. Réforme d'abord, armement ensuite. Vous réformez, vous mettez tout au clair, vous devenez transparent, vous mettez de la discipline avec l'appui américain, nous vous aidons, et après, vous allez recevoir notre aide militaire sans problème. Les États-Unis suivent ici une méthode déjà appliquée en Irak, en Somalie et dans bien d'autres pays. On ne donne pas d'armes à une armée infiltrée ou instable. Pas du tout. Sinon, ces armes risquent de revenir contre leurs propres alliés. Leur logique est donc claire. Réformer avant d'armer. Dépouiller, déstructurer l'État profond, les traîtres, ceux qui sont en intelligence, il faut le démasquer par l'aide de services secrets américains, par la mise en place d'écoute de tous les téléphones de personnes suspectées. Voilà comment ils tombent un par un comme des châteaux de cartes. Parce que la RDC n'agit pas seule. Il y a une collaboration avec l'Union européenne, les Américains. Ça s'est fait discrètement pour ne pas montrer un visage hostile au Rwanda. Mais ça s'est fait. Réformer avant d'armer, nettoyer avant de financer, fiabiliser avant de moderniser. Une fois que la structure est saine, l'appui financier, logistique et technologique peut suivre. Des drones, beaucoup plus, des formations encore, et des renseignements partagés, et financement de
la maintenance, ce qu'on appelle les MCO. Le MCO, maintien en condition opérationnelle. L'objectif final, c'est d'éviter que l'aide internationale tombe à nouveau entre les mains des réseaux pro-RDF, pro-rwandais, pro-M23. Car pendant plus de 20 ans, c'est exactement ce qui s'est passé. Des armes données à la RDC s'est retrouvées quelques mois plus tard contre la RDC. En résumé, les amis, désinfiltrer pour réarmer, c'est le cœur du nouveau contrat de confiance entre Kinshasa, la SADC et Washington. Une stratégie en 2 temps. D'abord, purger, nettoyer, fiabiliser. Ensuite, équiper, financer et moderniser. C'est cette discipline qui permet aujourd'hui à la RDC de reprendre la crédibilité. Alors, ok, de reprendre la crédibilité internationale et qui prépare ici le terrain à une véritable armée de dissuasion régionale capable de tenir tête au 1-23, mais aussi de défendre les intérêts économiques du pays. Pourquoi cela gêne le 1-23 et le RDF? Pourquoi ça bouscule le confort, les espaces de confort dont ils furent pendant longtemps profit? Cette évolution bouscule totalement la manière dont le 1-23 dit, le rebelle 1-23 et leur soutien du RDF opéraient jusqu'ici. C'est un bouleversement profond, bouleversement structurel, démantèlement par les racines. Voici 4 effets majeurs qui expliquent pourquoi ces drones changent la donne. 1. La surprise tactique disparaît. Avant, le 1-23 profitait de l'effet de surprise, attaque rapide comme ils ont fait à Goma, Bukavu, repli, camouflage. Aujourd'hui, les rotations de troupes, les camions logistiques et même les drapeaux sont détectés depuis le ciel. Résultat, plus d'effets de surprise, plus de mouvements invisibles parce qu'on vous voit. Deuxième élément, attrition logistique. Les drones mènent des frappes régulières sur les points sensibles. Ça frappe les dépôts, centres des radios, dépôts des carburants, routes d'approvisionnement. Et cela crée une pression permanente, un épuisement matériel. Le 1-23 doit bouger, 1-23 doit se cacher, 1-23 doit se disperser, ce qui réduit sa capacité de frappe coordonnée. L'érosion du narratif d'invisibilité. Pendant longtemps, ici, le 1-23 a construit une image de groupe invisible et discipliné. Mais quand les vidéos des drones montrent leurs pertes, parce que j'en ai mis sur ma chaîne ici, comment les drones ont massacré, ont tout simplement Kundola, leur foyer, leur cachette, et quand les vidéos montrent ça, leur retraite ou leur véhicule détruit, ces mythes s'effondrent. Le mythe ici des hommes invisibles, des hommes forts, rapides, ça rentre, ça frappe et ça sort. C'est terminé, vous êtes visible maintenant, vous ne pourrez plus bouger. Les amis, le moral des combattants baisse et la perception publique change. La morale baisse et vous l'avez vu il y avait une forme d'interview avec Nanga qui parlait, qui s'est plaigné, qui s'est victimisé que FARDC frappe, FARDC massacre la population. Donc Nanga était plutôt plaintif, il s'est plaigné. Donc
il s'est mis dans une position de victime et accusé le FARDC de ne pas respecter les cessez-le-feu. Donc la peur a changé des camps parce que le ciel est sous contrôle de Kinshasa. Les amis, alors tout ce que je suis en train d'expliquer ici, mon ami, je réponds à votre question, il faut que les ennemis l'entendent, que les ennemis l'écoutent. Ce n'est pas un secret. Les Rwandais savent que la RDC s'est munie des drones. Il le sait. Et donc, Nanga le sait, puisque ils ont eu à l'expérimenter. Et donc, tout ce qu'on achète est public. Vous comprenez? Donc, chaque pays sait ce que vous achetez. Et nous ne cachons pas ce que nous achetons. Si vous voulez savoir ce que les Rwandais ont comme arme, vous pouvez aller chercher, il y a des lieux sur Internet, tout est clair, tout est transparent. Chaque pays met la transparence par rapport à ce qu'ils détiennent comme arme. Mais évidemment, tout n'est pas dévoilé. Donc, les Rwandais connaissent très bien la puissance dont la RDC détient maintenant en termes d'armement. Ils le savent, donc il n'y a rien de caché. Ici, c'est pour encourager les Congolais que nous sommes et aussi que certaines personnes qui hésitent encore, qui pensent que la RDC est toujours faible, comme à l'époque de Kabila, que les Congolais se réveillent un peu. Vous comprenez? Qu'il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qui ne s'annoncent pas, mais il y a des actions qui s'opèrent sur le terrain. Ce que moi je vous dis là, ils ne les diront pas à la télé congolaise, ils ne vont pas les dire. OK? Mais vous verrez seulement que ça frappe sur le terrain, qu'il y a un changement de narratif, qu'il y a un changement de position. Ici, moi, je fais mes recherches propres et je vous les amène. Mais vous n'allez pas les entendre à la RTNC. Non, il ne faut pas rêver. Alors, cher ami, je disais que le moral des combattants baisse parce qu'il y a la stratégie qui a changé et la perception publique change. Attention toutefois, les M23 et les RDF ne sont pas passifs. Ils disposent aussi des capteurs au sol, des systèmes d'alerte et parfois des moyens anti-aériens. Ils en ont aussi. Mais c'est très léger par rapport à ce que nous avons. Ils peuvent tenter de brouiller les communications ou d'abattre certains drones. C'est donc un duel technologique permanent. Celui qui contrôle les C2, en d'autres termes, les commandements et les flux d'informations, garde l'avantage et celui qui perd le signal perd évidemment la bataille. C'est pourquoi la RDC investit non seulement dans les drones, mais aussi dans les brouillages électroniques et la sécurisation des transmissions pour garder le contrôle total du ciel. En résumé, les drones, ce n'est pas seulement des machines, c'est une nouvelle philosophie de guerre, voir sans être vu, frapper sans s'exposer, neutraliser sans détruire tout autour. En résumé, en une phrase, celui qui contrôle le ciel contrôle les combats, celui qui maîtrise le signal contrôle ici la victoire. La RDC, en maîtrisant aujourd'hui le ciel de l'Est, l'Est est maîtrisé, les amis. En maîtrisant le ciel de l'Est, la RDC a franchi le seuil symbolique de la souveraineté militaire moderne. Et c'est ce que les Rwandais redoutaient depuis 25 ans. Un Congo qui voit, un Congo qui anticipe, un Congo qui frappe avec précision. Les amis, je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait 1h30. Et demain, nous allons continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les entreprises, des projets,
Donc, nous allons ici vous amener sur la table des garanties que effectivement les choses ont véritablement changé. Les entreprises et les projets, les paris sur la stabilité. Nous parlerons demain, évidemment, de l'aéroport de Ndili, une vitrine aérienne du Congo moderne. Nous parlerons ici des données géologistiques et mines, les retours de la science dans le sous-sol congolais. Nous parlerons ici du... Alors, je vais changer de micro. Nous parlons ici du pourquoi Washington reste indirect, ne se déclare pas face au Rwanda pour ne pas déclarer une guerre. Nous parlerons évidemment, le Rwanda a une armée disciplinée, mais pas une supériorité technologique. Nous allons démontrer ça. Nous parlerons aussi, il y a plusieurs éléments, et voilà, donc tout pour que vous compreniez que les vents ont tourné, les choses ont basculé, et je pense que les éléments que je vous amène ici sont des éléments que vous pouvez aussi, de votre côté, si vous ne me croyez pas, j'ai donné des noms, j'ai donné des éléments matériels qui vous permettront aussi, voilà, d'investir et de vous acquérir de tout ce que j'ai récolté, d'accord, dans certains travail. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, les amis, et tout mon ami Lobby. Ciao, ciao. Bonne soirée. Sachez que la RDC n'est plus la RDC du hier. Bye bye. Willy Manzi et le gouverneur de Goma vont faire leur valise et quitter Goma parce que Jeune Afrique ou pardon, TV5 Monde ou RFI a dit parce que les accords, ces accords-là, en réalité, ils sont complètement insularisés par rapport à ce qui se passe dans les médias. Raconter n'importe quoi, la réalité des salons, c'est la même chose pour, vous savez, pourquoi vous pensez que les accords de Luanda n'ont jamais réussi? Dites-moi. Parce que ce qui se convenait, ce que M. Tite appelle salon feutré, ce qui se convenait à huis clos entre négociants. Sports is all about discipline. Négociants. Quand il sortait dehors, Tshisekedi dénonçait tout ce qu'il a accepté devant. Voilà. Non, il y a deux audiences ici. Ce qui est important dans la vie, il faut tenir sa parole. Tshisekedi est champion du monde dans l'inverse de cela. Un grand homme a un jour dit qu'il est capable de tout sauf de mesurer la conséquence de ce qu'il dit. Oui. Il va, donc, c'est que, si vous voyez un journaliste de TV5 Monde et des RFI, et ces ONG, Bouteli, etc., si vous le voyez dire quelque chose, sachez que l'inverse est vrai, mais ils sont en train de travailler. Vous savez, c'est bizarre, quand le monsieur Charles Onana était condamné à Paris, quand il allait au tribunal, il y avait une foule de Congolais qui venaient derrière. Oui, oui. Mais il restait dehors. Moutamba, quand on l'a amené au tribunal, il y a une foule de gens qui sont... Mais la foule reste dehors. Les décisions se prennent à l'intérieur, loin de la foule. Maintenant, si vous êtes préoccupé par la foule, on peut vous condamner à mort dans la salle et on vous amène, on vous peint alors que votre foule est dehors en train de faire du bruit. La foule, le problème de Kinshasa, ils agissent comme s'ils étaient en train de s'adresser à une foule. Monsieur Ndouingire, c'est un diplomate. Il va à Doha avec le mandat de son chef d'État signer un... Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Écoutez bien ces journalistes avant la signature du 27 juin
2025, ils étaient certains et rassurés que rien n'allait aller à l'avantage de la RDC. Donc écoutez bien et puis balancez par rapport à tout ce que je vous ai dit. Alors je réponds ici à notre ami, l'ouverture pendant, c'est la question, l'ouverture de l'aéroport, cependant quelle analyse est faite du vous sur l'ouverture rapport de Goma. L'ouverture de, en fait, Goma c'est l'entrée, c'est la porte d'entrée officielle de l'international. Et l'international veut être à Goma parce que Goma, c'est stratégique. Et donc, la reprise en main, puisque Goma a été contrôlé par le 1-23, et la reprise en main de l'aéroport de Goma signifie que ici, les choses se mettent en place. Je disais tout à l'heure, je pense que c'était hier, que suivez mes lèvres, 2026, il n'y aura plus rien là-bas. 2026, les entreprises, des promoteurs, l'industrie américaine, l'Union européenne n'achèteront plus de matières premières raffinées en Chine. C'est une guerre économique. Et donc, il faut un retour. Et pour planter les drapeaux de la victoire, il faut que l'aéroport de Goma soit rétabli. Vous voyez, les choses se passent tout doucement, tout doucement. Quand vous lisez la pensée occidentale, en d'autres termes, la pensée stratégique américaine liée à Doha et à l'Union européenne, Goma, c'est un lieu, Goma, c'est une place la plus stratégique de la RDC. Vous comprenez? Et donc, récupérer l'aéroport, c'est récupérer Goma. Point barre. Voilà, je donnerai plus d'éléments demain. Je vous ai dit rendez-vous demain puisqu'on n'a pas fini avec l'analyse. Rendez-vous demain à 22 h. Nous reprenons et je vais donner plus d'analyse sur ça. Bien à vous. Bye bye. À demain. Salut. Document très important. Que tu amènes la foule de tout Doha ou de Washington, cela ne va absolument rien changer. Malheureusement, quand Kinshasa, ils disent, les Américains demandent, l'autre jour, ils ont mis une vidéo, il y a 2 jours, de Bintou Keïta, vidéo datant de 3 ans. Ouais. Disant, j'ai demandé au M23 d'aller dans les Sabines. Ouais. Ils ont posté la vidéo hier, en disant que c'est ce que Bintou a dit à M23 la semaine passée. Mais c'est à mourir de rire ce qui se passe. C'est pour ça que moi-même, j'en arrive à un point où je dis, mais est-ce que discuter de cette question-là, c'est à la limite, c'est... Tu en perds la tête. Ça nous fait retourner au fait de penser à la paix en vitrine et la guerre en coulisses. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur, ceux qui sont en train de négocier? Là, on va revenir parce que il faut voir aussi. Si vous permettez, je peux faire un commentaire et vous allez directement puisqu'on va finir dans 2 minutes. Alors ici, récemment, Madame Tammy Bruce, la porte-parole du gouvernement, la porte-parole du département d'État américain pendant la conférence de presse, était revenue sur les récents développements diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que cette annonce donc américaine autour de la signature qualifie